Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans La Vie désastreux, le podcast aux opinions discutables et qui pourtant les a su. Aujourd'hui, c'est le dernier jour à mauvais tour. Jour 4. Mais on enregistre le matin, donc on peut parler. Wouh! Bravo à tous, bravo à toutes. Vous qui aimez les petits coulisses, les petits inside d'Avis désastreux, sachez que on enregistre à 10h23, on doit rendre l'appart dans 37 minutes. On a 37 minutes. Vous voyez la durée? Vous voyez qu'on n'a pas du tout réussi à rendre l'appart dans le temps. Est-ce qu'on va être dans la merde? Tu vois le futur, ok. Voilà, j'espère qu'il n'y aura Tout pas. va bien se passer. Chaque minute sera 10 € enlevés sur votre caution. Bref, vous l'avez un peu entendu, je suis toujours en compagnie de Julie qui n'est pas encore partie. Je suis là. Et je la remercie. Merci à toi. Voilà, oh là là, dis donc, les compliments dès le début. Bref, nous venons de vous l'annoncer, effectivement, c'est le dernier jour, donc c'est la fin de ce sympathique festival qui était donc Mauvais Tour, un programme très chargé aujourd'hui, donc vous savez quoi, lisez la description si vous voulez qu'on ait le plan, nous on va attaquer On se dépêche. direct. Effectivement, la dépêche, hein, tout comme d'où l'on vient. Hier matin, nous étions dans deux endroits différents, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire. Moi, j'étais un petit réalisé sans le trucage, et j'en parlais des et après, qui n'avait pas vu je savais dès le début que c'était Tu spoil du coup l'épisode. Je dis ça. Oh putain, oui, de ouf. Peut-être. Bon, Et oui, tu parce verras qu'il sort, si tu le il sort gardes demain pas. en plus. Ouais. Il sort vraiment demain en plus. Là, il y a une coupe, vous ne le C'est savez génial. pas, juste pour ne Vive. pas spoiler. Le montage. Bref, Julie, toi, tu as vu Primitif. C'était le dernier film de la compétition. C'est ça. Il a gagné aucun prix, donc c'est pas trop la peine qu'on en parle, j'imagine. T'as vu ce lancement? Oui, bah. Comment dire que certains prix qui ont gagné des prix. On y reviendra. J'ai oublié de le rajouter dans le plan. Vas-y, on y reviendra. Voilà, ok, on va faire vite. Ok, donc moi j'ai vu Primitif, Sasquatch Sunset dans sa version originale réalisée par les frères Zellner. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille de Bigfoot, un plot assez prometteur. Et je suis allée voir ce film vraiment sans savoir rien de particulier. Je savais qu'il y avait deux actrices que je connaissais, puisqu'il y a Jesse Eisenberg et Riley Keough dedans. Sauf que, très surprenant, en fait, vu que il y a donc quatre personnages de Bigfoot qui sont en tenue complète de Bigfoot, et donc on ne reconnaît pas du tout les acteurs et actrices. Donc c'était un des premiers trucs qui m'a surpris, c'est le fait que c'est des acteurs connus, surtout Jesse Eisenberg, et on le reconnaît absolument pas, quoi. Pendant tout le film, il y a eu un moment, parce qu'en plus c'est sans parole, ils font juste des bruits, puisque c'est vraiment des animaux, enfin il y a vraiment un rapport où ces personnages-là sont représentés de façon primitive, quoi. C'est un peu, c'est des gros singes, parfois ils jouent un peu comme un peu soit des enfants, soit des êtres qui sont un peu, qui ont un autre rapport au monde. Et donc Jesse Eisenberg, il y a eu un moment où à un moment donné il a fait un bruit, il a fait un oh, je me suis dit c'est Jesse Eisenberg. C'est quand même fou que tu arrives à le reconnaître sur le oh. Il y en a eu un où j'ai reconnu un peu le ton de sa voix, mais bon, peut-être que c'est moi qui du coup savais à ce moment-là que c'était lui. Je pense que c'est ça. Et donc ce film, il était assez surprenant par sa proposition, et j'ai plutôt bien aimé. Il y a quelques trucs qui m'ont laissé un peu en dehors, c'était surtout l'humour un peu pipi caca par moment, puisque c'est des gros singes, il y a un truc un peu enfantin de pipi caca, zizi, machin. Il dure combien le film? Il dure 1h30, un peu moins, je crois, dans les 1h30. Allez, on dit 1h30, on Ouais, vérifie pas. On n'a pas le temps de vérifier. Un tout petit peu moins d'1h30. Voilà. Donc voilà, il y a certains gags là qui forcément ne me touchaient pas forcément à moi personnellement, mais ce que j'ai apprécié, c'était plus toute l'ambiance du film qui est assez lente, qui prend le temps, c'est contemplatif. On voit donc cette famille à travers un an, à travers les saisons, qui sont dans une forêt aux États-Unis, et donc ça prend vraiment le temps de montrer la nature, de montrer leur rapport à la nature, aussi de montrer leur émerveillement un peu enfantin avec certaines choses quotidiennes. Voilà, on les voit donc parcourir les endroits, on voit les saisons changer. Il y a des jolies musiques, et tout cet aspect-là, j'ai trouvé assez surprenant. Je ne m'attendais pas à voir des moments si jolis en fait dans les films, puis qui vont alterner avec des moments où on les voit juste jeter du caca, tu vois. Donc c'est assez étrange. Moi, je choisis d'en garder les moments poétiques. Donc voilà, mais je pense que pour certains vont valoriser aussi ce type d'humour. Mais globalement, c'était quand même une bonne séance. Je suis contente d'avoir vu le film. Est-ce que tu dirais que c'est un peu comme une sorte de métaphore de l'Assemblée nationale ou pas
On peut. Une blague qui fera rire notre cher Nicolas Martin. Nicolas les a comparés à des animateurs de CNews. Tu vois, on n'était pas loin finalement. Voilà, on n'était pas loin. Et ben nous allons continuer avec. Alors avant de passer au prochain film, justement. Philippot. Oh là là, ben voilà, c'est involontaire, je suis désolé, n'écoute jamais ça, c'est par pitié, Juste Philippot. Non, effectivement, on a réussi à avoir Juste Philippot du coup pour une interview qui sortira. On va dire 2 jours après cet épisode, donc ça veut dire soit mercredi, soit jeudi. Je suis un gros flemmard et je sors ça mardi au lieu de lundi, on verra. Nous allons continuer avec la masterclass. Une des séances que j'attendais le plus, pour être tout à fait honnête, c'était du coup la masterclass et présentation du film 37, donc masterclass de Parasomnia Productions. C'est quoi Parasomnia, Robin? Mais alors, explique-nous donc. Justement, pour expliquer pourquoi j'attendais, il faut expliquer qu'est-ce que c'est Parasomnia. Parasomnia, grosso modo, c'est une décision prise de... alors, c'est 2 personnes. Il y a un producteur dont je n'ai pas réussi à noter le nom, ne me frappez pas s'il vous plaît, mais pour vous dire, il a produit des films comme Enter the Void, c'est le seul que j'ai eu le temps de noter. Donc après, j'ai pas noté les autres films, mais disons qu'il est éclectique. Ça, c'est la moindre des choses qu'on peut dire. Et Sony France, qui était en mode bonne idée. En fait, grosso modo, Parasomnia Productions, c'est et si on prenait 1 million d'euros, on le donnait à quelqu'un et on le laissait faire le film de genre qu'il veut faire, dans l'idée. C'est produit par Sony. Alors pourquoi 1 million? Parce que l'objectif c'est de faire du petit budget et surtout avec 1 million, tout l'argent ne vient que d'eux. Donc pas la peine d'aller chercher de l'argent, par exemple de chaînes télé qui pourraient un petit peu être tendance à modifier les projets sur la chaîne, le public, sur comment on réfléchit. Pareil les distribs qui doivent toujours penser à la bande-annonce, etc., etc. Là, l'idée de Parasomnia, c'est vraiment de faire un projet qui est assez authentique et qui se rapproche le plus possible de la vision qu'avait le réalisateur, la réalisatrice au tout début. Alors si c'est quelque chose que j'attendais énormément, c'est parce que en fait ça s'est lancé officiellement en janvier 2021 et quand j'avais 20 ans et du coup j'ai participé à ça. Avec le temps qui pressait, j'ai oublié de dire que Parasomnia avait lancé un appel à projet, et qu'ils avaient reçu 2622 propositions, pour venir réduire au fur et à mesure et arriver au projet que l'on va voir naître au cours des futures années. Remarquez comment Julie ne m'a pas fait remarquer mon horrible erreur, un scandale tout simplement à mes yeux, mais reprenons l'épisode. Même si j'ai pas été retenu, et je comprends entièrement. Le truc c'est que ça fait genre 3 ans où je suis en quête de toutes les infos, et c'est vrai que là ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu trop d'infos ces derniers temps. Je me dis, j'espère que c'est pas tombé à l'eau, j'espère que ça va vraiment fonctionner. Et nous voilà en 2024 avec le premier film qui vient de sortir. Si je devais te donner un ordre d'idée de ce que va faire Parasomnia, on pourrait dire que c'est un équivalent de ce que fait Jason Blum, la maison Blumhouse, c'est-à-dire des petits budgets sur des films à concept, dans l'idée. Alors après, effectivement, on pourrait peut-être penser à Roger Corman, mais pour en avoir discuté, Roger Corman, lui, c'était un peu plus chaotique, c'était un peu plus à la wall again, et on fait tout et n'importe quoi. Là, Blumhouse, c'est un concept de film de genre qu'on va exploiter. Là, on nous a dit dans les prochains films, là, on va vous parler d'un thriller, il y a de la science-fiction, je sais plus, je crois qu'il y a de l'horreur, il me semble. Fantastique, je sais plus. Fantastique, bon bref, ça va permettre d'explorer un petit peu différents genres. L'objectif, c'est de créer une vague de nouveaux cinéastes, avec pour la plupart des premiers films, tant pour les cinéastes que même pour les gens de l'équipe technique, parce que vu qu'on a qu'1 million, il faut essayer de réduire au maximum. Si ça fonctionne, là pour le moment, il y a 4 films qui sont en cours. Me semble-t-il, il y a un 5e qui a été retenu. Et si ça fonctionne, hop, re-appel à projet et ça va essayer de produire le plus régulièrement possible pour avoir un catalogue vraiment qui va s'étoffer de peu à peu pour essayer d'avoir justement tous ces films de genre. J'essaye de voir, non, parce qu'après tout le reste, c'est que des notes que j'ai pris autour du film 37. Donc, nous en venons à ce qui a été la première projection publique du premier film que Parasomnia va proposer au cinéma, qui va sortir donc le 20 novembre. Ça s'appelle 37, l'ombre et la proie, mais c'est surtout 37, réalisé par Arthur Mollard. L'histoire d'un camionneur qui va prendre une autostoppeuse qui est une femme noire enceinte. Sauf que, a-t-il si bien fait que ça de la prendre? Ne vient-il pas de se lancer sur la voie de la mort? Non, on sait pas, mais bref, grosso modo, c'est peut-être la pire personne qu'il ait pu prendre en autostop, et peut-être que ce Vincent, il est pas si blanc que ça.
Ouh. Moi, j'ai bien aimé leur description, c'était est-ce qu'il a bien fait de la prendre en stop et est-ce qu'elle a bien fait de monter. Et ça, c'est exactement ce dont parle le film. Vous venez de l'entendre, c'est Julie. Bon, merci Julie. Non, Julie, est-ce que tu veux bien commencer sur le film? Elle est en train de boire. Je t'ai pris au dépourvu. Oui, désolée, mais ma voix a fait un petit... Elle a fait un petit... Ce n'est pas du montage, c'est la voix de Julie. Eh bien moi personnellement, j'ai été agréablement surprise par le film. Je m'attendais à rien de particulier. Voilà, pareil, j'étais très hypée quand Robin m'avait parlé du coup de Parasomnia. Moi, j'étais pas au courant du projet de base, mais le concept, je trouvais ça vraiment chouette de produire des films de genre français pour un budget réduit, pour essayer de nourrir la création. Donc, tu l'as déjà dit. Très réduit. Très 1 réduit. million, c'est que dalle. Et de voir le résultat, j'étais honnêtement super surprise et vraiment agréablement surprise de pouvoir faire ça avec ce budget-là, avec, comme on disait, une équipe globalement qui était qui était pour la plupart, c'était leur premier long métrage, c'est un peu ce qu'ils nous disaient. Oui, c'est ça, exactement, oui. Premier long métrage en chef de projet, donc que ce soit pour le réal, pour le chef-op et compagnie. Et c'était vraiment... donc c'est vraiment un thriller, c'est-à-dire que tout le film c'est assez haletant et je trouve que le scénario est super bien ficelé, c'est-à-dire que pendant tout le film, on se creuse la tête, on essaie de comprendre la dynamique entre les personnages, on essaie de choper en fait les indices pour essayer de comprendre vraiment qui est qui a fait quoi. Et leur motivation. Leur motivation. Parce que ça reste flou pendant une bonne partie du film. Totalement. Ce qui fait que pendant tout le film, on est vraiment accroché à ce qui se passe sur le bout de leurs lèvres, littéralement. Et du coup, pour ça, je trouve que ça a vraiment super bien marché. De même, je trouve que l'image, la photo, elle est vraiment clean de ouf. Enfin, c'est vraiment très propre, c'est beau. Le rythme est bien. Et voilà, enfin... Du coup, on a eu la chance par la suite d'en parler avec le réalisateur. Et qu'on remercie énormément. Il sera dans les remerciements. Vraiment merci à lui. S'il écoute, on le remercie vraiment pour son temps. Et du coup, sans dévoiler trop, pas du tout, mais j'aime beaucoup aussi comment le film se finit, l'ambiguïté qu'il veut garder, et le fait on réalise vraiment que ça a été bien écrit, puisque cette fin ouverte entre guillemets n'est pas du tout là parce qu'on savait pas quoi faire, c'est vraiment que ça a été bien écrit, il y a eu assez d'indices pour faire en sorte que chacun puisse un peu l'interpréter de la façon qu'ils veulent, chacun puisse vraiment en déduire un petit peu ce qu'il veut. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment chouette de aussi intégrer ça dans la façon, dans le processus d'écriture. Je vais rebondir sur plusieurs choses que tu as dit. Je pense que l'un des points les plus importants, c'est effectivement la dynamique des personnages, que je trouve hyper bien réussi. Déjà parce que je les trouve tous les deux très bien caractérisés, notamment elle, qui s'appelle du coup 37, qui donne le titre au film, qui est un personnage très mystérieux par instant, mais qui a vraiment, qui est extrêmement iconisé par la caméra, par ses actes, et qui arrive toujours un petit peu à bousculer le récit à plein d'instants. Si je devais faire une référence, et il me l'a confirmé que c'était une des références, et ça se voit un petit peu, pensez un petit peu à Hitcher. Hitcher, c'est un super film, c'est une grosse série B des années 80 sur littéralement un mec qui accueille le pire être humain sur Terre, qui est interprété par Rutger Hauer, qui est terrifiant dans le film, et en fait ça va être une sorte de course-poursuite où l'un va toujours essayer de va détruire l'autre. Et là dans ce film, justement, on retrouve un petit peu cette dynamique un peu du chat et de la souris. Plusieurs fois, les deux personnages vont essayer de bloquer l'autre quand ils vont se rendre compte que l'un est un danger pour l'autre continuellement. Et tu disais, on reste accroché, et ouais, le film est sans temps mort. Enfin, il prend des fois des temps de petites suspensions, je pense à une scène de danse notamment. Mais scène de dialogue, des moments où c'est raconté aussi l'histoire. C'est ça, le dialogue raconté par Patty de Souvenirs, ouais, je pense à celui-là. Qui est donc, de ce qu'a dit le réalisateur, inspiré d'un des dialogues qu'on a dans Les Dents de la Mer, où quelqu'un s'arrête pour juste raconter une histoire. Là, c'est ce qui s'est passé ici. Le film arrive à poser de ces petits moments, mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours accroché, il n'y a pas de temps mort, et ça vient notamment du fait que peu de temps avant le tournage, ils sont passés de 25 jours à 21 jours. Sachant que pour 21 jours, ils ont sorti un film de 80 minutes à peu près, donc ça fait à peu près 4 minutes utiles par jour, ce qui est 2 fois au-dessus de la moyenne d'une production habituelle. Normalement, une production habituelle, c'est 2 minutes utiles par jour, à peu près, pour un film de cinéma, on va dire. Ils ont dû réduire beaucoup de passages, enlever, donc il y a 2 scènes de flashback dans le film, il devait y en avoir 4, et je trouve qu'il arrive hyper bien à gérer cette contrainte, parce qu'il y a des idées de mise en scène, notamment il y a un des deux personnages qui va partir sur un flashback, enfin qui va raconter quelque chose qui devait être un flashback, et finalement le fait de ne pas montrer, ça nous suggère énormément parce que c'est à nous de l'imaginer, et il va le faire en montrant un rail de train, un train qui passe sur des rails,
Et je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on est là-dedans rien qu'en voyant ce train, parce qu'il y a un bruit sur le son, on s'imagine du coup ces cages, on peut faire des relations avec d'autres événements. Donc bref, je trouve que c'est très bien utilisé, et le réalisateur lui-même le disait. Je n'ai pas lu la version précédente, mais je trouve qu'effectivement le fait d'avoir coupé ces scènes de flashback, ça permet à la fois plus d'équilibre dans la narration, et aussi d'avoir de meilleures idées en termes de mise en scène, que je trouve très efficace. Et de vraiment voilà, jouer sur ce qu'on montre et ce qu'on montre pas. Et j'ai trouvé ça pareil, en voyant cette scène, je trouvais ça hyper judicieux de choisir, de le raconter pour que le spectateur se l'imagine, plutôt que de nous le montrer qui aurait été beaucoup plus difficile et plus compliqué pour moi. Ouais, il y a une vraie économie de moyens qui fonctionne énormément. Je vais juste revenir sur un dernier truc. Ça a été relevé dans les questions-réponses. Alors, je crois que c'est Seton Playoff, je sais plus trop. Alors, c'est comme le fusil de Chekhov, mais c'est différemment. Le fusil de Chekhov, c'est vraiment un objet, etc. Là, c'est plus, on te parle de quelque chose, et ce quelque chose va venir révéler quelque chose plus tard. Et je trouve que le film il y en a plusieurs, qui viennent te donner des indices sur la motivation des personnages, sur leur passé, sur pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien placés. Je trouve que le film ne va jamais surappuyer, et c'est à la fin tu dis ah putain, je comprends pourquoi tel personnage agissait de telle manière, avait dit telle chose. Et ils sont assez originaux aussi, je trouve, parce que ça arrive que certains films, voilà, ils mettent certains indices et tu te dis, ok, je vois 10 000 où ça va aller avec ça, on l'a vu 1000 fois. Et là, je trouve qu'à chaque fois, c'est toujours assez judicieux pour qu'on comprenne l'idée de base, mais qu'on soit quand même surpris par la suite sur où ça va. Ouais, bah en fait, vu que c'est un film qui sait qu'il a très peu de budget, donc il peut pas se permettre des plans de ouf, il peut pas se permettre d'avoir les meilleurs décors du monde ou je ne sais quoi, et bah du coup, là, parce que le film doit être irréprochable entre gros guillemets, c'est au niveau du scénario. C'est au niveau du scénario, faut un truc béton, faut un truc qui carré, précis, fin. Et ben c'est c'est le cas. Je trouve que, enfin, on en parle vraiment, la grande qualité du film, c'est le scénario, ce sont ces actrices qui sont bien investis par les personnages. Et je trouve que voilà, et le reste suit énormément. Et moi je voulais juste rajouter aussi, j'ai beaucoup aimé les thématiques et du coup les Bien personnages sûr. En fait, qui sont deux types de personnages qui sont globalement très peu représentés au cinéma. Enfin, peu représenté, je sais, très peu. peut-être genre le personnage du camionneur, enfin la métier de Ok, camionneur, d'accord, ok. je voulais dire ça. Je croyais ceux qui les traversaient, d'accord. Non, Oui. non. Et elle, bon, je vais pas dire, puisque on ne la connaît pas au début du film, donc je vais pas vous raconter son histoire, mais je trouve que son histoire, et donc voilà, les deux fortes thématiques du film, on les voit pas souvent, et ça fait plaisir aussi de voir ça abordé au cinéma. Ouais, je vous parlais de Hitcher, mais là c'est Hitcher dans un contexte social Oui, qui totalement. permet de réinvestir un petit peu, et voilà, et c'est plutôt malin. Bref, voilà. Donc on vous encourage vraiment à aller découvrir le film. Alors déjà parce qu'il est bien, mais en plus parce que ça serait super pour Parasomnia, parce que on a envie de découvrir d'autres films de ce genre. Ouais, soutenir la démarche en fait du projet. Complètement. Donc voilà, on rappelle, ça sort le 20 novembre dans la plupart des multiplexes. Et après, essayer de voir, on verra, il n'y a pas d'avant-première, mais j'espère que la com permettra suffisamment de toucher pour que les gens puissent se dire, bon allez, on va aller voir 37. On va continuer avec, très rapidement, très rapidement, on va parler de La chute de la maison Usher de Jean Epstein, sorti en 1928. Voilà, on va être très rapide. C'était un ciné-concert. C'était un ciné-concert fait par Passatempo, a.k.a. Plage 84, quelqu'un qui fait de l'ambient, de ce que j'ai compris. Donc il nous a fait une composition originale pour le film, qui était en ambient. Julie, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le film ? Globalement, déjà moi j'aime toujours les ciné-concerts, je trouve ça très chouette. Et pour moi ça faisait vraiment plaisir d'avoir ce film-là, du coup muet, accompagné par la musique. Je trouve que ça accompagne vraiment bien. Des sonorités un petit peu électro comme ça, comme tu disais, ambient, qui soulignait aussi le temps qu'il fait dans le film, genre le vent, la pluie, oui, il y avait un truc très sensoriel souligné par la musique. Après le film, voilà, on va pas trop en parler, mais c'était pas forcément ce film qui nous a le plus embarqué. Surtout qu'on l'a vu fin de festival, on avait envie de dormir, pour être tout à fait honnête. Et la musique nous a plongé dans une ambiance qui faisait qu'on a envie de dormir encore plus. Non, sans dire qu'elle était mauvaise. Non, elle était chouette, très bonne ambiance de séance. C'est un film, il est méga reconnu, mais c'est vrai qu'il y a des très belles images, il y a certaines idées que j'ai trouvées très chouettes. Après, voilà, j'ai pas forcément été embarquée à travers tout le film, mais je suis contente de l'avoir vu. Ouais, je suis en train de lire, et avec le petit feuillet, il y avait le retour de Henri Langlois. Henri Langlois, c'est du coup
le fondateur ou cofondateur de la Cinémathèque française, me semble-t-il, il s'est aussi passé par les cahiers du cinéma. Et je suis en train de voir, comment le film joue avec le ralenti, les surimpressions, les travelling. Il y a vraiment quelque chose d'un point de vue esthétique, et c'est surtout la seconde partie. Tu vois, hier on en parlait, toi tu préfères la première, moi je préfère la seconde. La seconde partie me plaît énormément parce que c'est là parce que il tente plein de choses visuellement, en termes de photographie, en termes de montage. Il y a beaucoup de surimpressions que je trouve très beau. Dans cette maison qui prend feu au fur et à mesure, la nature se déchaîne contre celle-ci, il y a du vent de partout, les personnages ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils commencent à avoir des visions, etc. Enfin, il y a quelque chose que j'aime énormément dans cette seconde partie. Très gothique en fait, en mode le lieu aussi. Moi j'ai beaucoup aimé ce décor de l'espèce de très grand salon étiré qui fait très pièce de théâtre. Non, il y a des très belles images et bien sûr, si le film est toujours aussi populaire 100 ans après sa sortie, c'est qu'il y avait quelque chose, c'est qu'il est bourré d'idées. Et qu'il y a eu 1000 remakes. En plus, je sais pas si c'est des après, remakes ou des réadaptations. C'est du Edgar Allan Poe aussi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc on peut difficilement. Donc d'ailleurs, petit fun fact, son traducteur français c'était Baudelaire. Voilà. C'est vrai. Voilà, j'aime bien le raconter, voilà. C'est parce que en ayant fait L, je le sais. Je veux dire, t'as fait L ou quoi? Non, j'ai fait S. Voilà, non, c'est chouette. Après, vu que c'est un vieux film, vous pouvez le trouver dispo sur YouTube, mais sans la musique de Passatempo, a.k.a. Plage 84, putain. Mais voilà, on est très rapide, c'est très beau visuellement. Après, ça m'a pas plus embarqué que ça dans le récit, mais des fois, le visuel, c'est déjà pas mal. C'est ça, et c'était plus pour l'événement aussi d'assister à un ciné-concert. Nous allons passer à la suite. Alors, avant de parler du dernier film, on va revenir sur le palmarès très rapidement. Alors, je l'ai plus en tête, mais prix du public. Prix du public pour Flo, génial, incroyable, je suis tout à fait d'accord. On est très très content, très surpris. Je me disais, j'arrêtais pas de dire, ça va jouer entre 3 films, Flow, 100 of Beavers et The Substance. J'étais quasi persuadé que c'était The Substance. Finalement non, c'est Flow. Je pense que c'est un film qui divise peut-être moins. The Substance, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même des retours positifs et négatifs, très positifs, très négatifs. Flow, globalement, c'est adorable, c'est mimi. Soit tu trouves ça cool, soit tu trouves ça génial. Mais tu vois ce que je veux dire, tu peux pas détester Flow. C'est difficile à détester Flow parce que c'est quand même vachement bien, donc je comprends. Le prix du jury étudiant, prix jeune, qui ont, ma foi, excellent goût. Alors, ils ont dit que c'était divisé, notamment parce que, de ce que j'ai cru comprendre pour en avoir parlé sur 30 secondes avec quelqu'un qui partait, en fait, ils savaient très bien que The Substance allait partir avec un prix quoi qu'il advienne, donc ils se sont dit, on va remettre ça à 100 of Beavers, ce qui est trop bien parce que c'était un de mes films préférés de la compète. Donc voilà, et puis c'est normal, enfin on vous en a parlé, c'est un film bourré d'imagination, d'inventivité, donc foncez voir ce film quand il sortira le 30 octobre sur Filmo TV, participez au LUL pour avoir le petit Blu-ray. Bref. Mais ouais, trop content qu'il ait eu un prix aussi, il le mérite grandement. Voilà. Et après, il ne restait plus qu'un seul prix. C'est fou, il me semblait qu'il y avait 2 prix, mais non. Le prix du jury était aussi, le prix de la sorcière était aussi le grand prix du jury. Donc, non, bon allez, il faut qu'on en parle. Et c'est juste Philippot, donc voilà, malheureusement pas d'interview qui sortira cette semaine, mais voilà, alors parce que les vendeurs Ikea, Leroy Merlin, ils sont un peu des merdes, et ben on a dit The Coffee Table, prix de la sorcière. Ouais, c'était la petite déception, on essaie de passer à abstraction, mais effectivement ce film-là a eu un prix. Surtout que le prix de la sorcière, c'est quand ça a marqué l'imagination, ça a marqué... voilà, et pour moi, tu me dis ça marque l'imagination par son inventivité, moi je pense à 100 of Beavers, etc. C'est vrai que The Coffee Table, ça a été surprenant, et en même temps, je me dis, c'est surprenant, quoi. Oui, bon après, ça m'a marqué mon imagination pour le pire, j'ai envie de dire. C'est sûr. Bon, mais bon, c'est toujours ça. Ensuite, c'est vrai, ils en ont fait ils en ont parlé très rapidement, ils ont fait une mention spéciale à un cut, c'est dans Rumors, où t'as un plan avec un préservatif, je ne dis pas lequel pour laisser la surprise, qu'ils ont adoré, ça a fait rire. La salle a rigolé à ce moment-là, j'avoue avoir rigolé, ça m'a pas plus marqué que ça. Oui, mais... Moi non plus, mais oui, sympa. Voilà. Et sinon, le Grand Prix, on vous le spam depuis tout à l'heure, c'est pas une surprise, c'est évidemment The Substance de Coralie Farja, à l'unanimité auprès du prix du public, enfin du prix du jury, pardon. Pareil, on a pu avoir Coralie Farja au téléphone, enfin la salle, on n'était pas tous individuellement, très contente, et puis voilà, on lui souhaite que le meilleur. Malheureusement, on n'a pas pu assister à des séances de courts-métrages, donc on n'a pas vu les courts-métrages en compétition. C'est un petit peu mon regret du festival, honnêtement, mais il y avait des choses qui se chevauchaient. Le prix du court-métrage a été attribué à... José Eon pour... Apache de la zone. Tant mieux, bravo, félicitations, en espérant que ça puisse fonctionner. Sachant que c'était un court-métrage pro, de ce que j'ai compris, qu'il y avait il y avait le producteur dans la salle, etc. Donc
Voilà, c'était pas les trucs un petit peu amateurs. Là, c'était une vraie compète de court-métrage. Et donc, le dernier film que nous avons vu pour la cérémonie de clôture. C'est Steppenwolf, un film kazakh qui vient du Kazakhstan, qui nous parle de l'histoire d'un homme dont j'ai oublié le nom, qui est, on ne sait pas trop, une sorte de mercenaire, cow-boy Un gars qui solitaire. globalement tue des gens et torture des gens. Voilà, en fait, on va partir là-dessus et qui va aider une mère à retrouver son fils, et au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'il y a toute une sorte de trafic d'enfants qui va essayer de mettre court à sa manière. Le film, et ne le cache absolument pas, dès le début du film, alors c'est pas le tout premier plan, il y a une séquence d'introduction, puis paf, le plan en question, il fait des références directes à La prisonnière du désert de John Ford. Excellent film au passage, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez le voir, c'est un classique et c'est génial. Et le film conclut là-dessus, de la même manière que commence et finit La prisonnière du désert. Donc, il cite explicitement le western en disant « Je vais faire un western moderne ». Et c'est vrai que dans la forme, au niveau de son cadrage, son ratio, donc c'est-à-dire du 2:30, enfin c'est un cinémascope du coup, dans ses personnages, dans les caractérisations, dans le fait qu'il tire un petit peu à tout va, c'est le hors-la-loi solitaire qui va aider la mère célibataire à l'aider dans une quête. Donc soit c'est comme dans Il était une fois dans l'Ouest, je crois que c'est par rapport à une question de territoire ou d'argent. Là ici c'est une question de retrouver son fils, etc. Donc, et de vengeance pour lui. Et de vengeance aussi également, c'est vrai. C'est explicité un peu plus dans le film. Donc voilà, ça va reprendre les codes du western. Et dans les points que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment beau. Il y a une esthétique qui était très travaillée, avec une image qui est vraiment composée pour le coup. Le film va installer une ambiance avec vraiment énormément de brouillard. Il va filmer les paysages du Kazakhstan avec une certaine élégance. Je trouve que c'est hyper bien investi, encore une fois. Il y a une manière de montrer comment les personnages se déplacent dans ces décors, comment ils les découvrent, parce qu'ils vont aller de décor en décor. C'est une sorte de road trip, on peut dire. Road trip vengeresse. Donc ça, c'est vraiment un des très gros points forts. Et c'est vrai que la scène finale, qui est dans tout un truc orangé, de nuit, avec que les flammes pour éclairer. C'est vraiment très beau, ouais. Ouais, il y a des jeux de silhouettes, de clair-obscur qui sont très très beaux. Ouais. Parce qu'après, le reste, et la musique que j'aime bien. Après, le reste, qui est ma grosse limite au film, et quand on en a parlé autour de nous, on n'est pas les seuls. Enfin, je ne suis pas le seul, je sais plus trop toi, Julie. Les personnages ? Ouais. Il y a les personnages. Alors, le personnage de la mère, elle est caractérisée comme elle est caractérisée, et ça va. Enfin, j'ai pas de problème avec elle. Je comprends comment elle fonctionne, pourquoi elle est là. Par contre, son personnage principal, mais assez insupportable. Il est très immature, et dans ce jeu de je suis un cow-boy qui tire à tout va et je tire sur tout le monde sans raison, ça te perd pas mal. En fait, le fait que tu n'arrives pas à le saisir totalement, moi, me perd. Et ce qui me le rend assez désagréable, d'autant plus qu'il a l'air d'être complètement changeant d'une scène à une autre. Les dynamiques qu'il y a entre lui et elle changent totalement. Et des fois, toi t'es pas d'accord. Moi, je trouve que ça peut changer totalement d'une scène à une autre. Et puis, le fait de suivre cet anti-héros, mais qui est un vrai anti-héros pour le coup, qui n'a pas d'acte de rédemption, fait que c'est pas la quête qui est le plus agréable à suivre. Alors attention, je dis pas qu'il faut que suivre des genres ci ou je ne sais quoi, mais là c'est vrai que c'est notre seul point d'approche, parce que elle, par rapport à comment elle est toujours en retrait. Donc je peux pas les suivre en même temps, tu vois. Ça m'a fait penser un petit peu à Logan par instant, dans ce road trip de quelqu'un de mutique, quelqu'un de beaucoup plus bavard et qui utilise la violence. Mais dans Logan, je comprends un peu plus les motivations des personnages. Et leurs relations qui se tissent. Là, c'est vrai que les dynamiques de personnages et les personnages en eux-mêmes, j'ai parfois du mal. Julie ? Moi aussi, c'est quelque chose qui m'a questionné à travers le film, ces deux personnages. Mais j'ai l'impression que finalement, tous les deux, pour moi, elle aussi, en fait, tous les deux sont caractérisés de façon assez bizarre, quoi, en fait. Bien sûr, il y a lui qui... Enfin, moi, ce qui m'a permis un peu de l'accepter, c'est que je me suis dit, c'est juste un fou, quoi. Enfin, il y a un peu un truc de folie, de irrationalité dans ses actions. Donc, comme tu disais, parfois, il va avoir une sorte de folie meurtrière. Vraiment, il va tuer tout le monde, qu'il soit gentil ou méchant, sans distinction. Il va parfois faire des petites danses, faire des petits trucs rigolos qui sont en mode...
je suis trop goofy. Qu'il est goofy, il fait des trucs rigolos. Parfois, il est gentil avec elle, parfois, il la frappe. Il y a vraiment une sorte de irrégularité dans son comportement que je comprends qu'il peut déstabiliser, mais moi, je l'ai intégré comme étant une partie de lui. Enfin, moi, je l'ai défini. Il agit de façon irrationnelle tout le temps, quoi. Et après, elle aussi, elle est hyper bizarre. Enfin, on pourrait se demander pourquoi elle agit comme ça. Tu disais qu'elle est mutique, mais elle est aussi, on dirait qu'elle est constamment dans un état de choc. Parfois, on sait pas, on dirait qu'elle sort d'un mythe étrange qui fait qu'elle est au milieu d'une fusillade et elle ne se prend aucune balle. Oui, c'est vrai, Il y effectivement. a quelque chose d'assez étrange aussi. Mystique. Voilà, totalement mystique avec elle. Leur relation, parfois, voilà. Parfois, elle peut être mignonne, parfois, elle est juste pas du malsaine. C'est très bizarre. C'est vrai que du coup, je comprends que ça puisse perturber certains de constamment se questionner quant à la nature de cette relation-là. Mais moi, globalement, je me suis laissée porter et j'ai trouvé ça assez intéressant de voir ce type de personnages qui sont bizarres, quoi, juste. Et de propositions. Et de propositions totalement. De voir ces deux personnages chelous, paumés, trop bizarres, qui déambulent et qui finalement se retrouvent dans un mélange de justice, de vengeance, de on sait pas trop quoi. Comme tu disais, j'ai trouvé le film très beau. Je me suis laissée porter. Après, j'étais très fatiguée, donc j'avais pas forcément énormément d'esprit critique sur le coup. Mais c'est un film que j'ai apprécié. Ouais. Et il me semble que le film va avoir une sortie plateforme. C'est ce qu'il me semble qu'ils ont dit en disant que le film, à part par des festivals, ne passera pas au cinéma, mais sera sur des plateformes. Donc voilà, si vous avez l'occasion de le découvrir, je sais plus vraiment, et on n'a plus trop le temps. On a 4 minutes pour rendre l'appart. On est toujours ici, vous vous rendez compte qu'on est dans la merde. Mais tout va bien se passer. Mais juste pour rajouter, c'est vrai qu'un film du Kazakhstan, personnellement, je sais pas si j'en ai vu beaucoup, et donc ça fait plaisir. Bref, voilà, là c'est bon, c'est officiellement, c'est terminé. Mauvais tour, c'est fini. Julie, Mauvais tour, c'était super chouette. Franchement, j'étais trop contente de l'ambiance. Les gens étaient vraiment très cool. On a pu parler avec plein de gens. On va même rapidement les remercier tout à l'heure. L'organisation était super. Vraiment, tout le monde était hyper accessible. On a pu parler du coup avec des gens qui ont fait le festival, des festivaliers, mais aussi du coup des pros, des réalisateurs. Donc, c'était vraiment chouette de pouvoir avoir ce festival, comme on disait, à échelle humaine, quoi, pouvoir Clairement, parler avec tout le monde, pouvoir rigoler avec tout le monde, échanger, dialoguer. Et puis voilà, il y avait plein de séances très sympas. Enfin, vraiment, j'étais vraiment très contente d'être venue à cette première édition. Et je partage cet enthousiasme, sachant qu'en plus, c'est une première édition, donc il y avait des petites couacs au début, mais très vite, ça s'est calmé. Et après, tu disais l'échelle humaine, c'est vrai qu'en plus, nous, par rapport à notre posture, on a souvent resté le soir, ensuite on était en train d'enregistrer le podcast. Hier, on s'est permis justement ce petit moment, et c'était super chouette de pouvoir faire un after avec justement tous ces festivaliers, toutes ces personnes qui étaient à peu près au même endroit. Et puis même entre les queues, au fur et à mesure des discussions, on a rencontré des gens super sympas, on va les remercier. Je pense, alors Maxime on se connaissait d'avant, mais voilà, là on s'est enfin croisé en vrai. Je pense à Aurélien, je pense à Valentine, je pense à Coralie, qui était une pile d'énergie hier, et qui a un chat adorable, de ce qu'elle nous a montré. Bon, soit des gens de Tours, soit des gens de Paris, mais on les remercie, on remercie ensuite. Alors il y avait Damien, il y avait Pierre, avec qui on a parlé à la fin, il y avait... Comment il s'appelle celui qui t'a pas Swan, celui qui t'a pas assez voilà. Il y avait Swan. Donc ça c'est toute la partie des festivaliers. Dans les rencontres, je remercie énormément Juste Philippot de nous avoir accordé ce temps. Je remercie aussi Sébastien Vanichek. C'était très court, mais c'était très sympa. Je remercie bien sûr Arthur Mollard, donc réalisateur de 37, avec qui on a pu prendre le temps de discuter et j'ai pu échanger un petit peu avec lui. Il est venu dire un petit peu au revoir. Pour les gens du festival, on remercie Stéphanie, on remercie et félicite Christophe pour toutes les galères. C'est surtout les deux avec qui on a pu parler. On remercie bien sûr ceux qui sont occupés de la presse, Charline, mais surtout Théophile. Big up à Théophile toujours. Big up à Théophile qui a vraiment, pour une première, il a dû avoir plein de choses à gérer, plein de presse qui arrêtait pas de demander, plein d'interviews, plein de trucs de est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire ça. Il a géré, il était vraiment très gentil, il a tout fait pour nous aider en fait, et vraiment... Et il a réussi parce qu'il dit oui, Juste Philippot l'avait eu sans moi. Non, on l'a eu grâce à toi quand même, malgré tout. Et son film préféré c'est Boyhood, donc bravo à lui. Voilà, que je n'ai pas vu, voilà. Et tiens, un truc de pas vu, pas pris. Qui d'autre ? Bien sûr, évidemment, comment les oublier ? Les gens qui ont lancé... Les restas finalement du festival. Qui ont lancé ce festival, Simon et Nico, à qui on a pu parler plus d'une fois, voilà, qui nous ont... c'est con, mais ils nous ont donné
on était légitime quoi. Je sais qu'il n'y a pas de question de légitimité à avoir ou quoi, mais c'est vrai que pour un petit podcast, surtout de Toulouse, donc on n'est pas forcément les plus connus, ça fait plaisir de voir qu'ils disent mais si vous avez totalement votre place ici, on est content que vous ayez pu partager ça, et on est content d'avoir pu partager ça avec eux, d'avoir fait ces échanges. Et je fais un remerciement spécial. Il m'a dit pas de remerciement, donc je vais aller checker sur internet des synonymes de merci. Donc je vais prendre dépendance. Donc dépendance à Nicolas pour m'en avoir parlé, pour avoir réservé des petites places en disant voilà, t'as au moins une accréditation presse. Bref. Merci Nico pour ton accessibilité, pour cette possibilité-là que tu nous as offert. C'était vraiment super chouette. Et merci à eux pour vraiment avoir créé ce festival de cette façon-là. Quand on en parlait avec eux, ils étaient en mode c'est pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour que tout le monde soit accessible, pour qu'on puisse parler ensemble, pour qu'on puisse échanger et créer des liens. Et voilà, juste trop cool de leur part. C'est vraiment des chouettes personnes. C'est ça. Et pour totalement finir, on a réussi à réouvrir la fenêtre du Airbnb sans trop de difficultés. Voilà, pour les gens qui veulent, c'est la boucle est bouclée. J'ai failli dire, hier on a failli ne pas rentrer dans notre Airbnb à 2h du mat. Parce que la porte ne s'ouvrait pas. C'était petit coup de stress. Voilà, mais tout est bon. Voilà, il est 11h passé, nous n'avons pas rendu notre Airbnb, nous sommes dans la merde financièrement, donc n'hésitez pas à nous soutenir en partageant ce podcast, en le notant 5 étoiles sur vos applis de plateforme préférées. Nous, en attendant, on se retrouve donc du coup dans la semaine pour une interview avec Juste Filippo et dimanche pour l'épisode final de Cinespania, encore un festival. Après, on se retrouve plus tard pour des films. On arrête de parler des festivals. Des films. On se concentre sur les films avec les filles. On se retrouve avec du coup Zara et Léa. Nous, vous, en attendant, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de se dire mauvais tour l'année prochaine, ça me tente pas. Ah non, voilà. Donc à l'année prochaine, mauvais tour. À l'année prochaine, mauvais tour. Salut, à l'année prochaine, Julie. Oui. Oh, monde de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire, monde de merde.